Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, justement, nous commencerons comme tous les mercredis par l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons aujourd'hui comment accompagner ces clients qui se questionnent ou qui veulent investir en crypto-monnaie lorsque l'on est conseil en investissement financier et CGP. Donc, une question que nous poserons à Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine et nous nous intéresserons à la thématique immobilière et plus précisément à votre pouvoir d'achat immobilier. Comment comprendre votre pouvoir d'achat immobilier dans un contexte d'inflation, de hausse des prix, mais aussi de hausse des taux de crédit immobilier qui amène d'ailleurs un certain nombre de professionnels du secteur à émettre des warnings sur les taux d'usure. Une question donc, comprendre son pouvoir d'achat immobilier que nous poserons à Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis, mais aussi à Pierre Sabatier, économiste prospectiviste et président de PrimeView. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actif d'ailleurs de Smart Patrimoine. En l'occurrence aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de recul sur ce monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs et se demander comment est-ce qu'on peut accompagner ces clients qui veulent investir ou qui veulent simplement se positionner ou qui se posent des questions sur ces sujets d'investissement lorsque l'on est CGP ou conseil en investissement financier. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, ma question va être assez cash. Est-ce qu'on peut en 2022 se passer de Bitcoin ou des crypto-monnaies lorsque on a un cabinet de gestion de patrimoine ? Alors c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y a 8% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Bitcoin, Ethereum, enfin tout ce qui s'ensuit. On a plus de 9000. Il y a 30% des Français plus de 9000 cryptoactifs. Hein. Oui, 9000 cryptoactifs. Mais 8% des Français qui s'y intéressent. Exactement. Et 30% qui souhaitent investir dans l'année. D'accord. Après les études qu'on a. Alors c'est extrêmement compliqué de faire main basse sur ça, hein, effectivement. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, on se doit d'avoir une approche globale sur l'ensemble du patrimoine de nos clients et du coup sur toutes les classes d'actifs. Donc il faut intégrer l'idée du Bitcoin ou des cryptoactifs dans la gestion de patrimoine d'un certain nombre de ses clients. Ça veut dire qu'il faut l'intégrer pour ceux qui viennent de manière proactive poser des questions sur ces cryptoactifs ou il faut l'intégrer pour tous les clients qu'on peut avoir ou en tout cas avoir cette proposition également dans sa manche? Alors c'est extrêmement compliqué parce que c'est une question de réglementation. Bien sûr. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, on ne va pas donner du conseil comme on peut donner du conseil sur les actions. Il faut acheter telle ou telle crypto-monnaie. Hein, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on a un rôle qui est éducatif, pédagogique. Comment sécuriser ces crypto-monnaies? Qu'est-ce que la classe d'actifs des crypto-monnaies? Quelle est la part dans notre patrimoine que doit représenter ces cryptoactifs, parce que c'est des actifs quand même qui sont risqués, qui sont très volatiles, on l'a vu récemment, et surtout quand on prend un peu de hauteur sur ce marché-là, c'est un marché qui est très récent. Qui est très récent et donc qui mérite d'être appréhendé, mais qui mérite d'être appréhendé aussi avec cette idée que les choses évoluent vite dans un marché qui se construit finalement, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? C'est exactement ça, le marché évolue extrêmement vite, la réglementation évolue moins vite que le marché, hein, c'est un marché technologique. Je crois qu'il y a quelques jours, on fêtait les 12 ans du Pizza Day, vous savez Nicolas, ce jour où les premiers échanges de Bitcoin en tout cas. C'était une pizza contre un Bitcoin. C'était deux pizzas même. Deux pizzas contre un Bitcoin. Deux pizzas contre un Bitcoin, je crois que plusieurs Bitcoins même. Et c'était sur un forum connu de la communauté crypto-monnaie, mais c'était confidentiel à l'époque, on n'en parlait pas sur un plateau télé. Et vous voyez, 12 ans plus tard, vous faites une émission hebdomadaire sur les crypto-monnaies, donc ça veut dire qu'il y a un chemin parcouru qui est incroyable et qui est énorme. Il y a un potentiel d'avenir aussi. Avec pourtant pas mal de volatilité sur ces actifs, est-ce que vous voyez en ce moment des questionnements particuliers sur ce sujet investissement? Parce qu'il faut quand même rappeler, donc vous nous l'avez dit, vous ne pouvez pas conseiller d'investissement sur les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas dire choisissez telle ou telle crypto-monnaie, ça n'est pas votre rôle. En revanche, vous pouvez définir un cadre d'investissement pour ceux qui vont
seuls, c'est d'ailleurs comme ça que la plupart y vont, Exactement. seuls directement sur des plateformes, en disant attention, il y a un certain nombre de garde-fous à mettre en place. Est-ce que cette période de volatilité actuelle est justement le moment de rappeler un certain nombre de garde-fous quand on va sur les crypto-monnaies? Exactement, c'est des actifs à risque. Quand on prend un peu de hauteur, hein, comme je le disais, sur ce marché-là, vous avez beaucoup de volatilité. Et comme tout marché qui est naissant, en réalité, vous avez des phases d'euphorie et des phases de remise en question. Ce qu'on appelle les phases de bull market, hein, les fameux bull run, et les phases de bear market, hein, qui est bien connu dans la communauté crypto. Mais justement, à titre personnel, je pense que ces phases de remise en question sont un bon moment pour commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies si vous n'êtes pas intéressé avant, pour commencer à investir, parce que forcément, actuellement, le Bitcoin est à 30 000 $. Mieux vaut investir sur un Bitcoin à 30 000 $ qu'un Bitcoin à 60 000 $. Mais par contre, effectivement, il faut acheter progressivement, donc pas d'un coup. Hein. Donc, si vous comptez mettre 1 000 € sur du Bitcoin, mettez 100 € pendant 10 mois. Hein. Comme ça, vous allez faire... C'est la fameuse méthode des DCA, oui. Exactement. Et comme ça, votre niveau de risque descend et votre prix d'entrée descend si, par aventure, le Bitcoin descendait plus bas. Mais on peut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a de la volatilité sur les crypto-monnaies qui est indéniable et qui est parfois extrême et parfois douloureuse pour le particulier. Mais sur le marché action, par exemple, hein, depuis ses plus hauts, Facebook, hein, qui est devenu Meta, a perdu 50%, vous avez Snapchat qui a perdu 65%, Netflix a perdu 70%. Donc on peut faire le parallèle entre ces actifs à risque, hein, du Nasdaq, en réalité des actifs technologiques américains, et les crypto-monnaies. Est-ce que le parallèle est possible et plutôt rassurant d'ailleurs, qu'il y ait une corrélation entre ces... C'est-à-dire que vous identifiez une corrélation entre les deux? Du moins temporaire, mais c'est vrai que depuis la dernière phase d'euphorie, en réalité, la phase suite au Covid en 2020-2021, qui se termine maintenant, à toute évidence, on a une corrélation qui est de plus en plus importante avec les actifs à risque. Alors je parle du Nasdaq, mais c'est tous les actifs à risque en général même. On voit effectivement donc de la volatilité. Je rappelle, hein, vous ne pouvez pas dire qu'il faut aller sur telle ou telle crypto-monnaie. Pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a Bitcoin et le reste. Et dans le reste, il y a un peu tout et n'importe quoi, disons-le. D'ailleurs, on l'a vu récemment, il y a des crypto-monnaies ou même des stablecoins qui se sont complètement effondrés. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs sur la façon dont ils orientent leur choix? Déjà, arrêtez de penser que la nouvelle crypto-monnaie qui sort, que vous avez vue sur Instagram, est forcément celle qui va vous faire devenir riche. Est-ce que d'ailleurs, aller sur les crypto-monnaies en pensant qu'on va devenir riche est la bonne façon d'aller sur les crypto-actifs ou les crypto-monnaies? De toute façon, j'arrête tout de suite. Déjà, la première chose, c'est quand on ne connaît pas le marché des crypto-actifs, quand on ne connaît rien, quand notre youtubeur préféré dit to the moon, allez-y, il faut y aller. Et en plus, quand on y va que pour faire des gains, parce qu'on a vu des amis faire des gains, etc., faut pas y aller, vous allez perdre de l'argent. Ça directement. D'accord, mais moi c'est clair. Mais c'est vrai avec toute classe d'actifs. Hein. Remarquez que c'est vrai avec des actions aussi. Oui, bien sûr. C'est pareil. En revanche, il faut s'éduquer sur ce marché-là. Comme toute classe d'actifs, ça s'appréhende. Voilà, quand vous investissez dans des actions, ou même dans l'immobilier, on a des réflexes en tant qu'investisseur. On fait des checks, on a un cahier des charges, etc. Il faut faire exactement la même chose sur les crypto-actifs, tout en pensant que c'est décentralisé. Donc vous avez la main, il n'y a pas personne d'autre n'a la main. Si vous faites une erreur, c'est vous qui perdez votre argent. Contrairement à une banque, vous faites un virement, c'est toujours rattrapable. Vous perdez votre carte bleue, vous faites pirater votre carte bleue. Il y a des assurances, c'est rattrapable. En crypto-monnaie, ce n'est pas rattrapable. C'est ça, c'est qu'on fait une erreur, on fait un virement sur un mauvais compte ou on se fait voler de l'argent sur son propre compte, on peut se retourner contre personne. Malheureusement, actuellement, en tout cas, on peut se retourner contre personne. Alors quand c'est des plateformes en France, c'est pour ça qu'il faut orienter aussi nos clients. Il y a un statut maintenant qui a été décrété par l'AMF, c'est le statut PSAM, un prestataire de services numériques, un enregistrement auprès de l'AMF. Bien sûr, prestataire de services en actifs numériques. Voilà, en actifs numériques. Et déjà, c'est consultable sur le site de l'AMF. Et déjà, vous voyez les acteurs de qualité, en tout cas les acteurs français de qualité, où on peut se référer. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de plateformes étrangères qui exercent en France. Et en réalité, on investit, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où. Et si vous perdez de l'argent, vous ne pouvez pas vous retourner. C'est un peu ce qui est révélateur de la crise actuelle des crypto-monnaies. Alors peut-être que le mot crise est un petit peu fort, tout dépend de quelles crypto-monnaies ou de quels investissements on parle. Mais on a quand même l'impression qu'on est dans un monde qui est en train d'être réglementé, mais pas complètement, mais avec des investisseurs dont le comportement est le même que lorsqu'ils vont investir dans des marchés réglementés et qui n'ont pas forcément intégré tout le risque
qu'il y avait, même s'il est présent et qu'il y a une large communication dessus, tout le risque qu'il peut y avoir à tout perdre le jour où on a le moindre souci. Donc en fait, c'est là où il faut faire de la pédagogie, c'est dire attention, sachez réellement où vous mettez les pieds, vous n'avez pas de banque qui va venir vous sauver ou de plateforme qui va venir vous sauver le jour où vous avez tout perdu. Exactement, et ça peut être dramatique, hein. Il y a des cas dramatiques avec un stablecoin qui était censé être stable Bien sûr, oui. qui ne l'était plus, donc il y avait des cas dramatiques et il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les cryptoactifs ne doivent pas représenter une part importante du patrimoine. Après, tout dépend du patrimoine de chacun, effectivement, mais il faut faire attention, il faut savoir où on met les pieds, et il faut être extrêmement vigilant sur quel prestataire, en tout cas, employé pour acheter ces cryptoactifs. Une question un peu provocatrice, mais vous êtes du coup conseil en investissement financier, vous êtes CGP, j'imagine que vous avez des clients qui ont des livrets A, qui ont des PEL ou qui ont d'autres comptes sur livret. On voit de plus en plus de livrets crypto émerger. Est-ce que du coup vous voyez ça d'un bon œil, ou l'appellation livret pour pour un investissement qui n'a rien à voir avec le livret proposé par une banque, ça peut être trompeur? À titre personnel, je trouve que ça peut être trompeur, parce que les livrets crypto, alors déjà, il faut savoir ce qu'il y a derrière, et peu de gens le savent en investissant en réalité, hein, c'est assez technique, c'est du prêt de stablecoin, hein, ce qu'on appelle du lending, et ça passe par de la finance décentralisée. Donc en réalité, vous mettez des stablecoins, stablecoin, 1 euro égale 1 euro de stablecoin, ou 1 dollar égale 1 Bien sûr, dollar. Normalement indexé sur une monnaie fiat, donc généralement le dollar et espérons l'euro, mais il y en a peu aujourd'hui. Oui. Il y en a peu, mais théoriquement, voilà, une monnaie indexée, vous mettez de l'argent là-dessus et on vous promet des perspectives de gain, quoi qu'il se passe, parce que la monnaie est stable de 5 à 10% par an, suivant les livrets. Le souci, c'est que c'est placé sur des protocoles de finance décentralisée. Et ces protocoles-là sont à risque. Vous pouvez vous faire voler votre argent. Il y a des risques que les stablecoins descendent, hein, Bien sûr, oui. comme on l'a vu récemment. Et évidemment, c'est pas les livrets, c'est pas les sociétés qui couvrent les risques. C'est vous, en tant que particulier, qui mettez cet argent sur ces livrets, qui endossez le risque. Et effectivement, il peut y avoir du sang sur les murs. Notamment, je pense à j'ai un client en tête qui a placé sa trésorerie d'entreprise sur ce type de livret. Et qui a tout perdu du coup? Et qui a perdu 20%. Qui a perdu 20%. Mais 20% d'une trésorerie d'entreprise, ça commence à être un petit peu compliqué oui, pour son activité. Effectivement, donc mieux vaut aller sur des comptes de dépôt bancaire dans ce cas-là. Dernière question rapidement, Maxime Lartigout. Donc vous dites qu'une période effectivement de baisse peut présenter des points d'entrée finalement pour aller sur les crypto-monnaies. Vous conseillez, vous, de garder le sujet crypto-actif dans quelle proportion sur son patrimoine global? Alors tout dépend de son patrimoine et tout dépend déjà des actifs à risque qu'on a dans son patrimoine, mais entre 1 et 10% du patrimoine, ça me semble cohérent. Après, bon, si vraiment vous travaillez dans les crypto-monnaies ou c'est une passion depuis des années, vous maîtrisez totalement le marché, on peut monter jusqu'à 15%, oui, mais pas plus. Merci beaucoup Maxime Lartigout, cofondateur de Novalia Patrimoine, de nous avoir expliqué un petit peu comment ces cryptoactifs ou crypto-monnaies sont vus par un conseil en investissement financier et CGP. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière. Nous allons tenter de comprendre ensemble votre pouvoir d'achat immobilier dans un contexte d'inflation sur le territoire français, mais dans le monde entier, donc en Europe et aux États-Unis également, mais surtout sur le territoire français dans un contexte de hausse des prix, de hausse des crédits de taux des crédits immobiliers et de warning sur les taux d'usure. Comment comprendre son pouvoir d'achat immobilier dans ce contexte? Nous avons le plaisir d'être avec deux experts pour en parler. Nous avons tout d'abord le plaisir d'être accompagnés en plateau par Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Et nous avons également le plaisir d'être accompagnés à distance par Pierre Sabatier, économiste prospectiviste et président de PrimeView. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être en plateau avec nous pour nous parler de ce pouvoir d'achat immobilier. On va peut-être commencer avec vous, Cécile Roclor. Donc les taux de crédit immobilier remontent. Voilà, ça arrive enfin après plusieurs années où ils étaient à des niveaux très bas. On les voit remonter. Alors, doubler presque parfois, ou en tout cas des anticipations de taux de crédit immobilier qui pourraient doubler, qui pourraient passer de 1 à 2% d'ici la fin de l'année. C'est déjà le cas dans certaines banques. Certains pourraient être tentés de dire ça va, ça reste très modéré. Et on entend plusieurs voix, dont vous, qui disent attention au taux d'usure parce que ça peut venir réduire la capacité d'accès au financement. Alors qu'est-ce que c'est que ce taux d'usure, Cécile Roclor ?
Alors c'est un peu technique, mais le taux d'usure, en fait, c'est normalement le protecteur du consommateur. C'est la ligne rouge que les banques ne doivent pas dépasser en matière de coût du financement. D'accord. Donc habituellement, c'est un taux qui va venir limiter l'impact du coût du crédit et de l'assurance et de tous les frais annexes pour un emprunteur. Malheureusement, en ce moment, on vit, vous le disiez, une période de hausse des taux. Depuis le mois de février, on a pris en moyenne 0,55 points sur les taux de crédit immobilier sur 20 ans. D'accord. Vous le disiez aussi, ça peut être beaucoup plus. Ce qui fait que quand on a un taux d'usure qui, dans sa mécanique, est calculé pour un trimestre en fonction des taux pratiqués par les banques sur le trimestre précédent, on a un décalage dans le temps entre la ligne rouge et les pratiques des banques. Et ça vient du coup limiter l'accès au financement pour un certain nombre de ménages qui auraient un coût de financement plus élevé que les autres en fonction des différents postes qui composent le TAEG qu'on va comparer au taux d'usure. Parce que c'est réglementaire. La banque n'a pas le droit de vous faire supporter un coût de crédit immobilier supérieur au taux d'usure. Exactement. En fait, c'est une législation qui vise à protéger le consommateur pour empêcher les banques de pratiquer des taux usuraires, c'est-à-dire au-dessus du taux d'usure, et qui seraient donc anormaux et donc éviter des systèmes qui pénaliseraient certains types d'emprunteurs. Donc effectivement, c'est une ligne rouge que la banque n'a pas le droit de franchir. Et donc ça, c'est la ligne rouge que la banque n'a pas le droit de franchir et elle doit la comparer en fait au TAEG dont vous avez parlé, donc le taux annuel effectif global. Donc là, dedans, on a le taux de crédit immobilier, mais on a également tous les autres coûts annexes qui vont être intégrés lorsqu'on souscrit un crédit immobilier. C'est exactement ça. En fait, c'est souvent ce qui fait défaut dans l'information des consommateurs. On se dit tout le temps, les taux de crédit moyens sur 20 ans, ils sont à 1,55. Le taux d'usure sur 20 ans et plus, il est à 2,4%. On est bien. On se dit, c'est bon, on est large. Normalement, tout va bien. Sauf qu'on n'a pas intégré l'assurance emprunteur ou d'autres choses. Vous avez le taux d'assurance qui va venir se cumuler au taux de crédit. Vous avez aussi tous les frais annexes obligatoires à la souscription du financement. Donc, ça va être les frais de garantie, les frais de dossier, tout ce qui va être obligatoire pour avoir accès à son financement. Et c'est quand on cumule tout ça et qu'on fait la mécanique de calcul du TAEG, donc le lissage sur l'ensemble de la durée du prêt, qu'on va venir avoir des taux qui sont bien supérieurs aux 1,55% sur 20 ans. On va monter rapidement aux alentours de ce taux d'usure, voire au-dessus pour un certain nombre de profils. Et alors, ce qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que le taux d'usure est calculé en fonction, si je caricature, de la moyenne des TAEG pratiqués par les banques. Donc mécaniquement, quand le TAEG augmente, puisque le taux de crédit immobilier augmente, le taux d'usure augmente. Le problème sur lequel vous alertez, c'est que la période n'est pas la même, puisque le taux d'usure du premier trimestre 2022 est calculé sur la moyenne des TAEG du dernier trimestre 2021, Exactement. par exemple. Et donc, si les taux remontent trop vite, en fait, on perd en capacité d'accès au financement. C'est exactement ce qui est en train de se passer quand vous avez une remontée rapide des taux de crédit. Étant donné qu'on regarde dans le rétroviseur pour fixer le taux d'usure du trimestre qui arrive, on a un décalage dans le temps. Alors quand on est sur des remontées lentes, pas trop de sujets, ça bloque un petit peu, mais c'est pas très grave. Mais là, on a effectivement pris énormément sur les taux de crédit en l'espace de 4 mois. Et quand la Banque de France qui fait ce calcul-là, début du deuxième trimestre, elle le fait principalement avec des taux de financement octroyés sur janvier. Et du coup, on a un décalage, on ne prend pas en compte la hausse, qui fait que le taux d'usure pour le deuxième trimestre n'a pas augmenté, il a même baissé d'1 centime. Et alors, une dernière question sur ce sujet qui fera la transition avec le contexte économique que nous verrons dans un instant avec Pierre Sabatier. Est-ce que vous attendez d'ici la fin de l'année à des hausses de taux de crédit immobilier qui continuent pratiquées par les banques avec lesquelles vous échangez? Oui, malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles sur ce front-là à vous donner. Alors, vous le disiez, on reste aujourd'hui en général en dessous de 2%, sauf les dossiers les plus tendus. Mais oui, la hausse va se perpétuer parce que les banques aujourd'hui, elles n'ont pas répercuté le coût de l'argent qu'elles empruntent pour vous faire votre crédit immobilier. Elles essayent de tenir le sujet au maximum parce que justement, il y a aussi la barrière du taux d'usure et la volonté de conquérir des clients. Ouais. Mais oui, la hausse va se poursuivre. La question, ça sera jusqu'à quel point. Et ça, effectivement, il y a des facteurs macroéconomiques qui peuvent nous donner des indications. Et alors justement, sur ce sujet, Pierre Sabatier, qui est en duplex avec nous, va peut-être pouvoir nous éclairer. Pierre, donc du coup, lorsque une banque de détail décide d'augmenter le taux de crédit immobilier, déjà, je dis décide d'augmenter parce qu'il y a une part qui est liée à la politique commerciale de la banque, mais ça n'est pas tout. En fait, le taux de crédit immobilier est également fixé par un contexte économique et actuellement, nous sommes dans un contexte où la BCE anticipe par exemple d'augmenter ses taux d'ici normalement début juillet, c'est pas tout à fait confirmé, mais on tend vraiment vers une décision de ce point de vue-là. On a également un coût de financement des États qui augmente, avec l'OAT à 10 ans en France qui a augmenté. Est-ce que ce contexte, du coup, est un contexte qui va pousser vers une hausse des taux de crédit immobilier, Pierre Sabatier ?
À n'en pas douter, il faut prendre les choses dans l'ordre. En priorité, ce qui fixe le taux, c'est le taux de référence, donc dans un pays ou dans un continent, si on parle d'Europe. Et aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, vous l'avez dit, hein, a comme objectif de remonter son taux directeur, c'est-à-dire son taux très court, son taux au jour le jour, à partir du mois de juillet. Mais les taux longs, c'est-à-dire les taux à 10 ans, c'est-à-dire que lorsque l'État emprunte, elle emprunte sur 10 ans, eh bien ces taux, il faut avoir en tête que les taux d'intérêt en fin d'année dernière étaient à zéro. Zéro. Bien Et sûr. aujourd'hui, ils sont à 1,4%. Et à cette hausse de 1,4%, 140 points de base, eh bien, ça vient augmenter le taux de référence auquel on peut, enfin, qui va être le niveau comparé duquel, en fait, les banques vont devoir, en fait, comparer les niveaux de crédit qui seront pratiqués. Donc, comme Madame l'évoquait jusque-là, pour le moment, les banques ont fait un effort commercial pour ne pas répliquer ces 140 points de base, ces 1,4% de hausse sur les taux de crédit immobilier, mais à n'en pas douter, sauf à ce que vous pariez à une baisse des taux d'intérêt souverains dans les mois à venir, ce qui est extrêmement peu probable parce que vous savez, les taux d'intérêt sont très liés à l'inflation et aujourd'hui, les perspectives de maintien de l'inflation à des niveaux élevés, ben, c'est elle qui entraîne en fait ces taux souverains vers le haut. Eh bien, le contexte va être assez négatif en ce qui concerne les crédits immobiliers, tout simplement parce que les banques, et ça, il faut comprendre le mécanisme, les banques, lorsqu'elles prêtent à quelqu'un qui veut acheter son appartement, l'argent, elles ne l'ont pas. Elles vont elles-mêmes l'emprunter. Et vous comprenez bien que du coup, le taux qu'elles vont pratiquer est forcément corrélé à leur coût de financement. Alors, vous allez dire, si on rentre dans le détail, la banque, elle va pas, lorsqu'elle vous prête sur 20 ans, elle ne va pas forcément se financer sur 20 ans. La plupart du temps, elle fait ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire qu'elle va emprunter sur courte période et vous reprêter en fait sur 20 ans. Pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'en général, il y a un écart de taux d'intérêt, elle se finance un peu moins cher à court terme en vous prêtant à long terme. Sauf que elle, si elle va se financer par exemple sur 3 ans pour vous prêter sur 20 ans, ça veut dire que tous les 3 ans, il faut qu'elle refinance en fait son crédit. Bon, mais tout ça pour vous dire que cette perspective d'appréciation des taux, d'ores et déjà des taux longs, elle nous indique la direction des taux de crédit immobilier dans les mois à venir et la perspective à travers les discours de la Banque Centrale Européenne qui nous dit mes taux courts vont aussi monter parce que je dois réagir face à l'inflation. Évidemment, elle va entraîner les taux de crédit immobilier à augmenter. Tout à l'heure, j'entendais 55 points de base, 0,5% de plus que ce qui était pratiqué en début d'année. Encore une fois, je répète, c'est 1,4% de plus pour l'État. Donc, on va avoir convergence. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 1,5% de plus par rapport au niveau de ce début d'année, mais il est tout à fait probable qu'au moins, à minima, on aille à 1% de plus que ce qui était pratiqué en termes de crédit immobilier encore en début d'année. Et ça va avoir un impact majeur, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le niveau de taux, c'est grosso modo va vous permettre d'avoir une idée de ce que le banquier va accepter de vous prêter en termes de somme lorsque vous allez acheter votre bien immobilier. Ça veut dire qu'on pourra emprunter gardez moins. toujours. Oui, pardon. Ça veut dire qu'on pourra emprunter moins. Ça veut dire que si on a une hausse de 1%, et si je comprends bien, c'est globalement une hausse qui serait modérée par rapport à ce qui pourrait être répercuté sur le taux de crédit immobilier. Cette hausse de 1%, globalement, c'est du pouvoir d'achat immobilier en moins pour celui qui va voir son banquier et qui veut souscrire un prêt. Absolument. Et pour avoir en tête ce genre de choses, vous savez, les prix de l'immobilier, c'est essentiellement fonction d'une question, ou de la réponse à une question plutôt. C'est votre question. Lorsque vous avez envie d'acheter un bien, c'est vous allez voir votre banquier, vous lui dites je peux avoir combien? Je peux disposer de combien? Eh bien, la réponse à cette question, elle est fonction évidemment de ce que vous gagnez, mais totalement des taux d'intérêt qui sont pratiqués. Je vais vous donner un exemple chiffré. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand, sur 20 ans, lorsque vous empruntez en fait et vous êtes en capacité d'assumer une mensualité de 1 000 euros par mois, par exemple, hein, eh bien, une augmentation des taux d'intérêt sur 20 ans d'1%, ça va vous coûter entre 8 et 10% de capacité d'emprunt en moins. C'est-à-dire soit vous avez de l'argent de côté, vous pouvez compenser ce manque à gagner, soit concrètement, eh bien, la somme que vous pourrez mobiliser pour concrétiser votre acte d'achat eh bien, sera imputée de ce que la hausse des taux d'intérêt aura grévé sur votre capacité globale d'emprunt sur l'entièreté, on va dire, de la durée d'emprunt. Donc un pouvoir d'achat finalement amputé de 10% sur les sujets immobiliers. Est-ce que ça veut dire, Pierre Sabatier, qu'on peut s'attendre, si plus personne ne peut payer 10% de plus qu'avant sur les appartements, que les prix vont baisser de 10%? Ce serait logique de raisonner comme ça ou pas? Alors, c'est logique. Alors, il y a évidemment les paramètres de location ne sont pas fixes, hein, parce qu'il n'y a pas que celui-ci tout de même. On a on va dire un coussin jusqu'à maintenant, c'est que vous savez que les Français ont surépargné du temps de la crise Covid. Donc, dans un premier temps, on pourrait voir cette baisse de la capacité d'emprunt
peut-être compensé en partie par le fait que les gens vont mobiliser un peu plus d'épargne qu'ils ont pour concrétiser leur acte d'achat. Donc on peut, dans un premier temps, avant la baisse des prix, on pourrait voir plutôt en fait une augmentation des fonds propres mis par le ménage pour concrétiser son acte. Mais ceux qui n'en disposent pas, eh bien là c'est la mécanique. Les mécaniques qui diront moi je ne peux assumer en fait une somme d'argent pour acheter ce bien, 10% en dessous. Donc il faut avoir en tête probablement d'abord une augmentation du niveau d'épargne de ce que mettent les ménages pour acheter de l'immobilier, mais si ça dure d'ici 6-9 mois et qu'on a véritablement des taux qui s'installent à un niveau supérieur, on aura forcément des ajustements de prix. Alors attention, lorsqu'on parle d'immobilier, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, c'est une classe d'actifs en son ensemble. Évidemment, les conséquences ne seront pas tout à fait les mêmes en fonction de la zone géographique qu'on considère. Cécile Roclor, même question pour vous qui échangez très régulièrement avec les banques. Il y a ce sujet, effectivement, nécessité d'augmenter les taux, mais ces sujets politiques, commerciaux. Est-ce que, donc, du coup, si on emprunte moins, on peut emprunter moins, on peut s'attendre à des impacts sur le marché immobilier ou, comme le disait Pierre Sabatier, finalement, la politique de la banque peut dire apportez plus si vous voulez financer votre achat et donc finalement ça maintiendrait les prix au moins à court terme. Le problème c'est qu'on est déjà dans cet accès au financement lié à plus de fonds propres comme l'évoquait M. Sabatier parce qu'en fait on a des prix de l'immobilier qui ne cessent de progresser. Oui. Et vos revenus... Donc il faut financer la hausse des prix déjà. Exactement. Oui. Vos revenus ils n'ont pas augmenté aussi vite que les prix de l'immobilier. Malheureusement il n'y a pas eu d'inflation de ce côté-là. Du coup pour la même superficie dont vous aviez besoin, vous êtes déjà obligé de mobiliser de l'épargne et ça fait déjà quelques années que ça dure. Ça s'est accéléré les derniers temps avec une convergence des besoins et des souhaits des Français sur une même typologie de biens. On a tous recherché en sortie de crise un peu d'espace vert, un peu d'extérieur ou un peu de calme. Oui. Donc du coup, on est déjà dans une mobilisation de l'épargne qui est significative. Nous, on le voit en matière d'apport. On entend souvent dire que les banques exigent beaucoup plus d'apports. En fait, non. Elles exigent à minima que vous payiez vos frais dans un grand nombre de cas parce que c'est une question de risque. Mais en fait, si vous voulez arriver à boucler votre achat, vous êtes obligé de mobiliser 10% d'épargne en plus pour acheter le bien qui vous faut. C'est pas la banque qui exige plus d'apport, c'est juste que par rapport au même projet que vous aviez il y a 3 ans, c'est vous qui devez en apporter plus par rapport au contexte de marché. Exactement. La hausse des prix, elle est là, elle est installée depuis un long moment. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. On va arriver à un système de marché immobilier qui va être différencié en fonction des zones. On le voit déjà et ça va être accéléré par une logique économique simple, l'offre et la demande. Aujourd'hui, vous avez convergence des souhaits sur des villes de report qui sont en petite couronne des grandes métropoles. Vous avez tous les ménages qui visent une typologie de biens, la pièce pour faire du télétravail, un peu d'extérieur. Et on a en même temps une pénurie de biens. J'entendais la Fédération française du bâtiment ou la Fédération des promoteurs immobiliers ce matin qui disait qu'il y avait une pénurie de construction de logements et que ça s'accélérait. Ça va venir jouer en contrainte sur l'offre disponible. Et donc, ça pourrait venir soutenir les prix pendant encore un long moment. Donc, on va avoir une période d'inertie devant nous, certainement, sur un grand nombre de territoires. Pas tous, encore une fois, je suis complètement d'accord. Mais il y a des endroits où les prix vont continuer de grimper. Et si on cumule hausse des taux et hausse des prix, là, on va avoir un petit problème sur le marché. Donc, raisonner en matière de corrélation entre hausse de crédit immobilier et baisse des prix immobiliers, c'est un raisonnement simpliste. Il y a beaucoup plus de critères à prendre en compte que vous venez de nous expliquer, Cécile Roclor. Merci beaucoup, Cécile Roclor. Je rappelle que vous êtes directrice des études d'empruntisme. Merci également Pierre Sabatier à distance avec nous, économiste prospectiviste et président de PrimeView. Je vous remercie également, vous, de nous avoir suivis. On espère vous avoir fait comprendre un petit peu mieux votre pouvoir d'achat immobilier en ce milieu d'année 2022. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.